Le travail qui a été, entamé à Toulouse Métropole sur le cycle de vie de la donnée, c'est un travail qu'on a fait avec, plusieurs experts et qui en plus, en l'occurrence, étaient toutes des expertes, eux. Justement parce qu'il fallait qu'on travaille sur ça. On avait mis en place un système, matriciel de fabrique de la donnée. Donc, nous étions, 7, il y avait des PO, une personne sur le décisionnel, une urbaniste, une architecte technique, une personne, du SIG, personne de l'open data et moi-même. Et le 1er travail qu'on a fait, donc on a parlé de ce cycle de vie de la donnée puisque c'est quand même quelque chose qui est important, hein, quand on veut travailler sur la donnée, c'est de savoir, de quoi on parle, à quel moment ça se passe. Eh bien, on a fait beaucoup de définitions. On a recommencé par un truc très basique qui est de refaire la définition de ce que c'est qu'une donnée. Donc c'est bien une description élémentaire d'une réalité représentée sous une forme numérique. Voilà. Et c'est aussi pour faire la distinction entre, une donnée, une information et puis ce qu'on peut en faire, derrière. Donc une donnée, c'est une description élémentaire, mais dès lors qu'elle a une interprétation, et bien là, ça devient une information, quoi. On l'a découpé en 6 phases et pourquoi on l'a fait avec ce cycle de vie? C'était pour justement garantir la fiabilité, la sécurité, la conformité légale, ça c'est évidemment un point important, hein, puisqu'on parle aussi bien de sécurité, on va dire physique que de sécurité juridique. Et puis il y a quand même un point qu'on a considéré nous, qui était nécessaire, c'est-à-dire que la spécification du cadre de collecte était nécessaire, mais ça ne fait pas partie intégrante du cycle de vie de la donnée, hein. Voilà, la première phase donc c'est la création alors c'est pas que de la collecte, la création, hein, puisque ça peut être de la saisie, de l'enregistrement, du classement, de l'extraction ou de la captation, puisque maintenant avec les systèmes d'objets connectés, eh bien on va capter la donnée sur le territoire. Et dans cette phase-là de création, donc on l'a saisie, hein, donc c'est la plupart du temps, ou encore très souvent, la saisie manuelle par un agent ou par une personne. Et puis donc on formalise, on modélise, on standardise et ça c'est important de standardiser pour pouvoir faire de l'interopérabilité. On attribue un niveau de sensibilité et un périmètre de visibilité à la fois pour le stockage, pour, la diffusion bien sûr. Et la diffusion, bah, c'est ce qui nous intéresse nous sur l'open data, hein. C'est jusqu'où, eh bien une donnée, un jeu de données, eh bien on peut le diffuser et à partir de quand on ne peut plus le diffuser. Pour arriver à en faire quelque chose, mais ces données, elles doivent être compréhensibles bien sûr, avoir une documentation, une sémantique et des métadonnées, hein, puisque si on n'a pas de métadonnées, beh, ça devient très compliqué. Et il y a, des normes, donc de plus en plus, hein, des schémas de données qui se mettent en place, des nomenclatures appropriées. On essaie toujours nous, d'avoir une définition des critères de qualité, donc c'est, à partir de quand on considère qu'un jeu de données est de qualité, puisque ça, c'est quand même un des gros enjeux dans nos collectivités, enfin et pas que, hein. C'est d'avoir, de la donnée de qualité pour pouvoir en faire des choses. Évidemment, il y a les aspects réglementaires, hein, donc les aspects RGPD dès lors que, la donnée, comporte des données à caractère personnel ou pas, et puis des licences de diffusion, et cetera. Et puis il y a d'autres contraintes réglementaires qui peuvent exister, bon qu'on va pas lister là, quoi. Voilà, donc la phase suivante, si on peut avancer, c'est le stockage, tout simplement, hein. Donc les exemples que j'ai cités à chaque fois, ils sont dans le cadre des relations humaines, des ressources humaines, parce que finalement, c'est des exemples qui parlent à tout le monde et qui sont faciles, à comprendre. Donc c'est l'enregistrement de la donnée sur un support avec contrôle d'accès, éventuellement chiffrement. Donc par exemple, un logiciel RH, hein, et avec, évidemment de la sécurité, des droits d'accès, une administration, une mise à jour, enfin et cetera, quoi. La phase 3, c'est l'utilisation ou le traitement de la donnée. Donc finalement, c'est ce pourquoi cette donnée a été, collectée ou créée au départ. Donc c'est toutes les actions qu'on fait, y compris de modification, de mise à jour, dans le cadre de la création initiale. Voilà, donc c'est, toujours dans notre histoire de RH, c'est le calcul de la paye, par exemple. Voilà, ça, c'est une utilisation de la donnée qu'on a, collectée au départ. Et on a aussi donc le contrôle de la qualité des données au regard des critères qu'on a définis, en amont. On a aussi une partie d'analyse de la donnée.
hein. Donc là, c'est la production d'indicateurs spécifiques, donc qui pendant longtemps, c'est, le reporting, les indicateurs qu'on mettait en place, ou pas, ou tout quoi qui nous peuvent nous être demandés. Bon, maintenant, on arrive aussi avec de l'analyse croisée avec d'autres données. Donc, depuis longtemps, le décisionnel est mis en place et maintenant, de plus en plus, eh bien, avec des analyses avec, des données massives ou des données qui sont différentes, eh bien, avec des analyses big data. Donc pour rester dans notre, comment dire? Exemple, donc c'est par exemple, des indicateurs sur la masse salariale ou sur de l'absentéisme, par exemple, par direction, voilà. Donc ça, c'est de l'analyse de données, mais on est bien l'analyse, sur toujours ce pourquoi la donnée avait été collectée au départ. Donc on est dans donc toujours dans un cycle de vie, mais qui est le cycle de vie initial. Voilà, et donc là, on a la phase 5 qui est la diffusion ou le partage à des fins de réutilisation. Donc l'open data se positionne à cet endroit-là. Donc c'est vraiment des partages à des fins de réutilisation. Donc c'est vraiment les actions qui visent à partager la donnée, donc des contrôles d'accès, des conditions de réutilisation, donc les chartes, les licences, et cetera. La diffusion du catalogue des métadonnées. Donc c'est bien la diffusion en open data, mais aussi l'alimentation d'autres outils. Et là, on réentame un nouveau cycle puisque, la donnée qu'on a pu, collecter alors, pour, faire la paye des agents d'une collectivité, eh bien, on peut la réutiliser pour, gérer, eh bien, par exemple, la formation. Voilà, la formation de ces mêmes agents, et donc là, on rentre dans un nouveau cycle puisque on réutilise ces données pour une nouvelle finalité de traitement. Si on se repart dans des logiques qu'on peut connaître par ailleurs dans le cadre des analyses, sur le RGPD. Voilà, et la phase 6 qui est, la phase d'archivage ou de destruction. Donc là, ça je laisser surtout, Julien, vous en parler. Et nous, la façon dont on avait qualifié cette phase-là, donc c'était bien le transfert de données non modifiables sur un support de stockage à des fins de conservation, donc sur une durée plus ou moins longue, hein, puisqu'il y a des réglementations. Un enregistrement ouvert, non propriétaire, et puis avec une vérification, évidemment, un effacement, de la donnée qui n'est pas archivable et en conformité avec la réglementation, bien sûr, hein, puisque, là aussi toujours, dans le cadre du RGPD, il y a des durées de conservation des données. Donc ça fait partie des éléments qui sont à voir. Donc voilà, donc sur la partie archivage, là, je passe la main à Julien. Mmh, merci. Je vais remercier, pour commencer Open Data France parce que ça fait 2 saisons du mois de la donnée et pour les deux ouvertures, un archiviste a été invité donc content de voir qu'on est vraiment très bien identifié comme étant, partenaire de l'Open Data. Alors j'ai vu que dans le public, il y a quelques archivistes. Je pense que quand ils ont vu cette présentation, en fait, ça a dû leur rappeler beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de ce qu'on fait déjà. Et donc voilà, ce qui rend aussi cohérent l'intervention. En fait, on a donc depuis longtemps, en fait, alors l'avantage des archives, c'est que ça théorise depuis très longtemps, et en fait, sur le cycle de vie, alors à la base du document, pas forcément de la donnée, mais on va voir que ça peut s'appliquer. On a ce modèle-là, en fait, qui est, comme vous le voyez, linéaire, et qui s'appelle théorie des trois âges, qui date du début des années 60. Donc, vous voyez, c'est pas tout récent. Et en fait, c'était principalement en lien avec l'explosion, en gros, de la production administrative. Et donc, on avait des stocks et des stocks de papier qui commençaient à se créer dans les administrations, notamment avec l'avènement de l'État-providence. Hein, donc, du coup, l'État qui intervient de plus en plus, et donc qui produit des documents, et qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. Et donc, en fait, il y avait un découpage en trois âges. Donc, avec un archivage courant qui était en fait basiquement, en gros, ce que vous avez dans vos placards, dans vos bureaux. Un âge intermédiaire où on était dans du coup de l'archivage et de la gestion dans un local de proximité, parce qu'éventuellement on pouvait encore avoir besoin de ces documents pour de la gestion administrative, mais on n'avait plus besoin au quotidien, donc on mettait ça de côté. Et puis un archivage définitif, effectivement, du coup avec un marqueur qui était de savoir si on faisait de la destruction, comme il a été dit tout à l'heure, ou s'il y avait un archivage définitif parce qu'on trouvait un intérêt particulier à une certaine partie de ces documents. Pour vous donner une idée, ce qui est gardé à titre définitif, donc
parce qu'on juge qu'il y a une valeur scientifique ou patrimoniale importante à ces documents ou à ces données aujourd'hui, c'est de l'ordre du 15% en gros de la production administrative, pas plus. Tout le reste, en fait, est détruit. Alors, je vous passe toute la réglementation qui fait que c'est pas juste soit faire un feu de joie, soit faire une suppression sur un serveur, mais tout ça est balisé avec des contrôles, avec des autorisations. C'est pas les archivistes qui décident du temps qu'on garde les documents. Les archivistes, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils cherchent dans toutes les réglementations quelles contraintes vous avez en tant que producteur d'archives, privé ou public. Hein. Là, ce que je vois, alors moi, je travaille dans la sphère publique, mais c'est ce que je vais évoquer là marche aussi dans le privé. On a des obligations, bah, du coup, vis-à-vis de ses salariés, vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis des fournisseurs, etc. Donc, pour tout ce qui est facturation, voilà. Quand on est dans la sphère publique, on a aussi, alors ça, pour le coup, c'est quelque chose qui va parler aux gens de l'open data, c'est du coup le rendre compte, la transparence démocratique. On produit des documents et donc ces documents, ils doivent être aussi disponibles parce que l'action politique doit être justifiée et l'action de l'administration qui ne fait qu'appliquer ce que les politiques ont décidé doit justifier de ça auprès des citoyens. Donc, voilà. Tout à l'heure, on voyait dans les éléments qu'a donné Sandrine, en fait, sur la sécurisation, sur la complétude des données, etc. Dans l'archivistique, nous, on a 4 du coup éléments qui déterminent ce que c'est faire de l'archivage. Et c'est assurer l'intégrité, c'est-à-dire que les données ou les documents qu'on nous confie et qu'on conserve n'ont pas été modifiés. Ou s'ils ont été modifiés, on explique en quel sens ils ont été modifiés, donc en gros, surtout pas falsifiés, on va dire. Intégrité, donc on a tous les éléments. Traçabilité, c'est-à-dire que toutes les actions qui auront été menées sur les documents ou sur les données, sur les jeux de données, sont tracées pour expliquer pourquoi éventuellement ils ont été modifiés ou corrigés ou enrichis, à quel moment est parti. Il y a une phase, alors voilà, là, peut-être qui nous est plus propre, même si je sais que ça commence à être un souci partagé dans l'open data, c'est la pérennisation des données. C'est-à-dire comment on assure dans le temps leur intelligibilité, c'est-à-dire comment on les comprend et comment on y accède à nouveau, puisque vu que vous êtes sans doute tous aguerris au numérique, vous savez bien que toutes ces données sont tout sauf immatérielles et qu'elles sont sur des serveurs ou des disques durs ou anciennement des disques, etc. Et que tous ces supports en fait seront à un moment donné ou à un autre obsolètes et qu'il faut bien qu'on préserve ça. Mais donc vous voyez donc dans cette théorie des 3 âges, comme je vous dis, elle était pensée principalement finalement pour des contraintes aussi très matérielles. En fait, on a des choses à un moment donné, on n'a plus de place dans son bureau, qu'est-ce qu'on fait des archives? Et puis au bout d'un moment, on a son niveau local de proximité, il est saturé, qu'est-ce qu'on en fait? Mais il y a aussi des étapes qui sont, vous voyez, validation, fin de l'usage courant, fin de l'utilité administrative, qui sont plutôt des marqueurs en fait à la fois juridique et à la fois de transfert de responsabilité. C'est-à-dire que dans l'âge courant, en fait, il y a le moment effectivement où vous allez commencer à travailler. Alors, la complexité avec les données, c'est qu'une base de données, à quel moment donné, une base de données est validée, puisqu'elle est vivante en permanence, elle est alimentée. Quand on parlait tout à l'heure d'une base RH, une base RH, il n'y a pas un moment donné où elle est figée, et voilà, c'est pas comme un document, mais pour un document, vous avez une phase de validation ou de capture dans le numérique. Fin de l'usage courant, c'est effectivement ça, du coup, c'est plutôt de savoir, mais aujourd'hui, grâce au RGPD, on a un retour à ça dans le numérique, qui est que dans le RGPD est prévu justement ce que vous avez le droit de garder dans vos bases actives en termes de données personnelles, de ce que vous devez déporter éventuellement sur des sauvegardes pendant quelques années. En fait, ça, c'est effectivement en fonction de l'utilité que les services en ont pour traiter un dossier. Si pour traiter le dossier d'une personne qui est à la MDPH ou allocataire du RSA, les données doivent être conservées en base active pendant 3 ou 4 ans, on déclare 3 ou 4 ans, et puis au bout de ces 3 ou 4 ans, en fait, on va déporter les informations, on va les mettre dans une base, du coup avec un accès plus restreint dans le logiciel métier ou sur un backup qu'on déporte pour les protéger encore quelques années. Et à la fin de ces années-là, on est sur la fin de l'utilité administrative. Et là, comme je vous disais, ce n'est pas les archivistes qui décident de cette durée-là. On se base sur le code des marchés, sur le code de l'urbanisme, sur le code du travail, etc., pour trouver quel délai de prescription on a sur la production des documents ou des données. Et à ce moment-là, par contre, en discussion générale avec les producteurs, on détermine justement ce qu'on peut éliminer de ce qu'on va décider de garder.
Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est un tout petit peu. Dans la situation dans laquelle on est, comme vous voyez, c'est très linéaire. En fait, du coup, on est vraiment sur quelque chose de très pensé sur le mode biologique, hein, le cycle de vie, qui est finalement naissance, âge adulte, et puis, entre guillemets, décès de l'archive, du coup, tel que vu par l'administration, pour être déporté. D'ailleurs, on entend souvent, quand on est archiviste, ça, c'est nos archives mortes. Bon, elles ne sont pas réellement mortes parce qu'elles sont utilisées, etc. Et en fait, ces trois âges-là, malgré tout, ont aussi leurs limites aujourd'hui dans les modèles dans lesquels on est de production de l'information et de réutilisation. Donc, si tu peux du coup montrer la slide d'après. Hop. Alors, voilà, celle d'avant. Là, on est plutôt sur une vue. Alors, pareil, sans doute que alors, du coup, c'est bien qu'il y ait des Québécois parce que ça va peut-être plus leur parler parce qu'il y a des traditions dans la gestion des archives et on a, malgré le fait qu'on revendique souvent d'avoir une langue très riche, on a une langue qui parfois est pauvre. Donc, en français, je ne pourrais vous parler que d'archives. C'est-à-dire que du moment où vous avez créé un document, vous créez un compte-rendu de réunion ou une charte du XIVe siècle ou je ne sais pas, ou justement une base de données RH, pour nous, c'est des archives où on n'a qu'un mot. Les anglo-saxons séparent ce qui est du coup documents produits par des organisations qui sont des records et qui sont utilisés à des vocations administratives, même si on est dans le privé, de ce qu'ils appellent les archives et qui là sont effectivement du coup les mêmes documents mais qui passent dans une sphère plus patrimoniale en fait et scientifique. Donc là, effectivement, du coup, c'est des choses qu'on a, ce que je vous présente là, plus dans l'univers anglo-saxon, qui est du coup ce qu'on appelle le records management, et donc avec des phases, en fait, vous voyez, du coup, là, qui sont circulaires. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas cette idée finalement de quasi-mort en fait du document en tant que document pour devenir une archive et un objet patrimonial, mais en fait quelque chose de rebouclé et où en fait on peut aussi réutiliser les documents, du coup les adjoindre de nouvelles informations, etc. et qu'elles puissent repasser éventuellement dans un circuit comme ça, à nouveau de validation, etc. L'important en fait pour chacune des étapes, que ce soit dans le modèle que je vous ai présenté, qui est celui utilisé en France, principalement, on a du mal à faire notre révolution théorique, on va dire, sur ces sujets-là, même si aujourd'hui, on a plus accès à de la documentation en France, malgré tout, on est encore très marqué par cette vision en trois âges. De toute façon, quel que soit le modèle, en fait, il y a des moments donnés où en fait, ce qu'on détermine aussi, c'est les responsabilités et qui gère ces informations. Qu'elle soit là sur le modèle que je vous montre là, plus circulaire ou linéaire, il y a des transferts de responsabilité, on sait à qui on. C'est soit le producteur à un moment donné qui est responsable de son information, et donc notamment qui est responsable, mais à la fois de sa conservation, à la fois de garantir son intégrité, à la fois de garantir l'accès à des demandes extérieures en mettant effectivement les garde-fous qui ont été évoqués par Sandrine sur certains documents ou informations qui ne sont pas communicables dans l'État. Mais voilà, il y a des transferts effectivement de responsabilités selon les étapes. Et ça, quel que soit le modèle en fait de cycle de vie, c'est important de déterminer qui doit les gérer, parce que sinon, en fait, justement, alors ça existait dans le papier, mais ça existe aujourd'hui largement dans le numérique. Hein. C'est-à-dire que tout le monde se dessaisit de la responsabilité. Quand on doit décommissionner un applicatif, à ce moment-là, en général, c'est nos collègues de la DSI qui annoncent que, en fait, ils doivent décommissionner. Et puis, qu'est-ce qu'ils font de toutes ces données? Alors, en général, le métier part en courant, le juridique part en courant. S'il y a des archivistes, c'est pas dit qu'ils partent pas en courant, pour être franc. Voilà. Et en fait, parce que si c'est pas prévu avant, non, il faut déterminer aussi. Alors, ce qu'on disait, après, on va reparler aussi de la partie gouvernance. C'est ces moments aussi où effectivement, il faut fixer les responsabilités de chacun, à quel moment et à quelles étapes en fait de la vie des documents ou des données. Ça change rien, pour justement ne pas se retrouver au moment où voilà. Et souvent on charge du coup nos collègues de la DSI parce que techniquement aujourd'hui c'est eux qui ont la main en fait finalement sur le stock, on va dire. Mais en fait, c'est pas eux qui vont déterminer les règles en fait. Hein. Ils sont pas les producteurs des documents ni des données. Eux, ils font un petit peu ce qu'on leur demande avec leurs contraintes techniques, mais par contre, sur le fond et sur l'organisation, c'est pas eux à porter la responsabilité. Justement. Donc, faut aussi l'assumer. Et puis, pour terminer sur les différents modèles de cycle de vie, je vous en montrerai à la fin.
donc la dernière du coup slide. Alors celle-là, pour tout vous dire et pour être totalement honnête, j'ai pas encore tout compris. Vous voyez qu'elle est en forme de cible. En fait, il ne faudrait pas la voir à plat, mais il faudrait la voir en 3D avec différents du coup niveaux et dimensions. Et ce qui fait qu'en fait, on peut jouer à la fois entre du coup l'endroit où on est sur le cercle et les étages, on va dire. Donc là, alors, on n'y est pas encore, mais je voulais vous le montrer pour en fait que vous pensiez pas que en gros il y ait un modèle de cycle de vie qui est des étapes très prédéterminées et en fait des modèles de cycle de vie. Alors je vais vous citer un article qui aujourd'hui est disponible en plus en open access qui s'appelle 50 nuances de cycle de vie. Si vous voulez le lire, en fait, ça montre que ça fait une centaine d'années à peu près qu'il y a des gens qui théorisent sur les cycles de vie. Et c'est les trois personnes qui ont écrit ça maintenant il y a quelques années. C'est vraiment super parce que c'est un état de l'art en fait. Et montre, alors du coup, ce que moi j'espère qu'on évitera peut-être dans le futur, c'est que dans pas mal d'endroits en parallèle, des gens ont réfléchi sur le même sujet, ont tous à peu près réinventé la roue, mais sans, alors sauf que dans les années 30, sans doute que l'information était plus dure à circuler entre différents pays, etc. Donc ils ont réfléchi en parallèle et voilà. Donc ça serait bien qu'aujourd'hui on arrête de réfléchir en parallèle et qu'on se serve plus de choses qui existent déjà mais effectivement, du coup, pas se limiter aussi. Et puis là, ce qu'a présenté Sandrine pour Toulouse correspond aussi à leur organisation, à leurs besoins. Ils ont pensé, alors du coup, quand on a préparé l'intervention, j'ai vu que même l'archivage avait été prévu. Voilà, c'est super. Et puis, bah, mettre un petit peu les différentes compétences et les différents métiers autour de la table pour rien oublier. Et puis, sans doute aussi, ce que moi j'ai vu, par exemple, dans ce qui est montré sur le cas de Toulouse, c'est qu'en fait, à l'intérieur en fait, de ce cycle de vie qui finalement est macro, on aurait certainement sur chacune des étapes, si on y regardait bien, à l'intérieur de ça même, d'autres cycles de vie encapsulés dans une étape, en fait. Donc, parce que par exemple, là, pour l'archivage, ben, du coup, on aurait pu le faire à différentes étapes. Oui, effectivement, pour rebondir sur ce que disait Julien, c'est vrai que quand nous on a fait donc ce travail, hein, sur le cycle de vie de la donnée, on allait quand même regarder ce qui s'était fait, ailleurs, hein. On n'est pas parti comme ça d'une page blanche. Donc mais on se l'est effectivement, on se l'est, approprié. C'était vraiment un temps d'appropriation, important et on se l'est adapté à, bah, à la façon dont on travaille. Et aujourd'hui, donc voilà, on a fait ce travail-là il y a quelques années et puis pendant longtemps, ça a dormi dans son coin parce qu'il y avait besoin de maturer, tout simplement et puis, d'un coup, la maturation a été faite et maintenant on revient vraiment sur ces points-là et ce qui est intéressant à voir, c'est que ce travail qui pendant quelque temps, on s'est dit: «Tiens, on a fait ça, mais à quoi ça sert?» Finalement pas à grand chose. En fait, l'ensemble des collègues de la direction du numérique se l'étaient approprié parce que maintenant quand on parle d'une donnée, eh ben, la définition, c'est la même. Quand on parle d'un cycle de vie, tout le monde a ces 6 phases bien en tête. Donc voilà, il y a ce temps d'appropriation un peu silencieux qui s'est fait. Et aujourd'hui, donc là, on est dans une autre, un autre travail, donc on va pouvoir revenir à mon petit schéma là, sous forme de puzzle, sur la gouvernance de la donnée. Donc c'est pour se projeter parce que je sais qu'il y a un webinaire spécifique, là-dessus, donc je voudrais pas, spoiler quoi que ce soit. Mais la façon dont nous, enfin ça, c'est ma représentation de la gouvernance de la donnée. Finalement, une gouvernance au sein d'une organisation, c'est pas un truc comme ça qui se crée ex nihilo et qui a une vie propre. C'est bien un assemblage de différentes choses. Donc c'est une entité, un peu centralisée, donc autour de la donnée, donc que nous sommes en train de construire. Ce sont aussi des référents dans les métiers et puis c'est bien les producteurs et le producteur, il est important c'est la première phase de cycle de vie de la donnée. Ce sont des outils techniques bien sûr, mais ce sont aussi des outils méthodologiques, qui doivent être, bien pris en compte par tout le monde, les méthodes projet, et cetera, tous les supports qu'on peut mettre en place dans nos organisations, les, heu, les études de conception, les avant-projets sommaires, et cetera, et cetera. Il faut bien qu'à un moment donné, on parle de la donnée là-dedans, que ce soit bien pris en compte et puis aussi évidemment, bien sûr, les processus. Donc voilà, donc tout cette, c'est et pour moi, c'est tout ça qui forme la gouvernance de la donnée et à chaque fois, le cycle de vie, eh bien, est représenté dans ces petites cases là de couleurs.
Et du coup, justement, par rapport aux outils, alors j'en profite, sur le travail avec les producteurs, alors l'une des différences aussi avec la façon dont travaillaient les archivistes il y a 20 ou 30 ans et aujourd'hui, c'est qu'on travaille beaucoup plus en amont. Avant, on arrivait un petit peu en bout de course en regardant ce que les gens avaient à nous verser ou pas, et puis on ne s'était pas vraiment soucié de la production. Aujourd'hui, c'est plus le cas, on se soucie de la production. Et par rapport à ces étapes de cycle de vie, en fait, on a des outils. Alors, je sais qu'il y a quelques années de ça, on avait montré ça à Jean-Marie Bourgogne à l'AF. On a chez les archivistes ce qu'on appelle des tableaux de gestion. Et en fait, typologie documentaire par typologie documentaire, on détermine en fait les délais auxquels on est soumis à conserver dans l'organisation. Et justement, ce qu'on décide de faire à la fin, savoir si c'est destruction au bout de quelques années ou si c'est archivé. Mais du coup, c'est décidé en amont avec le producteur et pas après à se dire, comme je disais tout à l'heure, on a des choses sur les bras, qu'est-ce qu'on en fait? Un petit peu finalement comme ce qu'on a l'habitude de faire dans un premier temps avec les déclarations CNIL et aujourd'hui avec les registres de traitement, c'est-à-dire qu'on ne décide pas a posteriori, on en décide en amont, mais ça permet d'avoir des choses très aidantes pour le pilotage et je sais que pour avoir plusieurs retours là-dessus, quand ça existe dans des organisations, les gens qui sont chargés de l'ouverture des données sont aussi contents de trouver ces outils parce que ça sert aussi de cartographie en fait très fine de ce qui est produit dans une organisation. C'est-à-dire que du coup, vous avez toutes les compétences et dans toutes les compétences, vous avez tout ce qui est produit. Donc, et voilà, et effectivement, en accord avec les producteurs et par rapport à leurs contraintes. Donc, c'est important aussi de partir de ça. Et, et puis aussi, je vais revenir juste sur la notion de données ou de métadonnées. Euh, Par moment, en fait, on n'a pas forcément le même niveau d'analyse sur le sujet, puisque beaucoup de choses en fait qui sont vues comme des données dans l'open data sont en fait que des métadonnées. Je donnais comme exemple par exemple les marchés publics. Les marchés publics, et ce qui est diffusé aujourd'hui en open data, c'est en fait que les métadonnées des documents des marchés publics. C'est-à-dire en fait il y a une dataification avec les montants des marchés, avec les tributaires, avec etc., etc. Mais tous ces éléments-là ne sont que des éléments de gestion des documents qui sont des documents des marchés. Les marchés ne sont pas des bases de données. Les marchés sont des documents. Donc du coup, c'est aussi intéressant parce que nous, souvent, nos métadonnées côté archives, c'est pas celle-là. Ça va être du coup, effectivement, mettre une métadonnée sur les documents pour que dans les SI, on sache à quel moment on passe d'une base active à une base sauvegardée, à une destruction éventuelle ou un archivage, des choses comme ça, et pas en fait finalement des métadonnées que nous on appelle descriptives en fait, et pas des données. C'est très intéressant cette remarque, Julien, puisque on le voit hein, par rapport à ce qui a été présenté, le cycle de vie amène un certain nombre d'activités sur les différentes étapes évoquées. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, c'est que qui dit plusieurs activités, dit plusieurs expertises, plusieurs compétences. Et pour faire le lien avec ce qu'a dit Sandrine tout à l'heure, il a fallu un temps de maturation à la métropole de Toulouse pour que ce soit complètement intégré. En fait, comment on arrive à créer cette équipe pluridisciplinaire qui fasse consensus autour de ce qui va être concrètement, qui va incarner concrètement le cycle de la donnée ou les cycles de la donnée, puisque Sandrine aussi a évoqué le fait, et Julien, tu l'as également indiqué, qu'il pouvait y en avoir plusieurs, parfois même imbriqués dans une étape du cycle. Alors déjà, je vais donner un point sur ce qu'il ne faut pas essayer d'utiliser comme élément, alors que ça marche dans les archives et dans l'open data, c'est pas la peine de brandir la loi et les obligations légales. Alors, je vous rassure, parce que dans l'open data, il n'y a en plus aucune sanction, donc ça règle le problème. Hein. Il y a la loi, mais de toute façon, si on ne la respecte pas, on ne risque rien. Dans les archives, on risque techniquement beaucoup, puisque c'est 3 ans de prison et 70 000 euros d'amende, sauf qu'en fait, c'est jamais appliqué. Donc, en fait, on ne risque rien non plus dans la réalité. Donc, déjà, ce n'est pas la peine d'essayer de brandir la peur de la loi, parce qu'en fait, ça n'arrive jamais. Donc, une fois que les gens ont vu qu'il ne se passait rien, vous n'avez plus d'arguments si c'était le principal. Donc voilà, donc je pense qu'il y a plutôt des éléments. Alors là c'est pareil, hein, c'est sur la gestion de l'information. Moi je trouvais intéressant dans le cycle de vie là, pour la métropole de Toulouse, c'est que finalement le premier souci c'est l'utilisation. Avant la réutilisation, c'est déjà que les services qui sont producteurs puissent eux aussi utiliser des données. Et j'ai bien aimé le fait de parler de qualité et de déterminer ce qu'est la qualité, parce qu'en fait on va tous être d'accord pour dire qu'il faut des données de qualité. Quand on va vouloir commencer à penser à ce qu'il faut qu'il soit de la qualité, enfin, comment on détermine la qualité de la donnée, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais je trouve que ça, c'est une bonne démarche déjà finalement de montrer aux producteurs de données qu'eux-mêmes, en fait, sont les premiers utilisateurs et que du coup, c'est bien de se penser sur le sujet, quoi.
Oui, c'est vrai que ce qui permet d'arriver à enfin, de commencer à arriver à quelque chose, hein, parce que c'est quand même toujours un long chemin, hein. Faut pas croire que ça se fait, d'un coup de baguette magique. C'est que le producteur de la donnée, il soit bien conscient que c'est d'abord son propre intérêt de bien travailler tout ça parce que d'ailleurs sa mission initiale, c'est quand même sa mission de service public, hein, ce pourquoi il est payé, on va parler très concrètement, hein. Ce pourquoi il est payé, ce pourquoi il a été recruté, eh bien, c'est bien plus facile, en ayant donc, des données de qualité, alors on peut dire, de la bonne donnée ou de la donnée qui soit pas moisie, hein, selon les terminologies, des uns et des autres et la façon dont on veut leur faire, passer le message. Donc déjà, c'est déjà ça leur sert à eux. Déjà ça, c'est quand même juste essentiel. Ensuite, il y a le fait de dire que donc là, on vient sur l'idée du partage, c'est que, s'ils partagent leurs données, ne serait-ce que déjà en interne, bah, ça va servir aux collègues, mais que les collègues également, partageant leurs données, eux aussi, ils vont pouvoir bénéficier du partage des uns des autres. Donc finalement, on mutualise le temps de travail parce qu'un jeu de données, c'est pas un truc magique qui reste, c'était une personne qui était l'ancienne vice-présidente de la CNIL il y a très longtemps, elle disait: «Un fichier, c'est pas pur comme un cristal, quoi». Voilà, ça s'entretient, ça se met à jour et cetera et donc c'est quand même toujours long, c'est douloureux, c'est coûteux, tout ce qu'on veut. Donc le fait d'être plusieurs à mettre en place ce dispositif et donc de partager, ces données fait que, eh bien, on a tous à y gagner de pouvoir bénéficier du travail des collègues sur des jeux de données qu'on peut réutiliser et donc c'est ça aussi cet intérêt qui fait qu'on finit par arriver à mettre en place des comment dire? Des fonctionnements transverses, c'est que chacun apporte sa pierre à l'édifice et c'est ce qui est, pour revenir un peu à l'histoire d'Open Data France, c'est exactement comme ça qu'Open Data France s'est créé. C'est qu'on était plusieurs de différentes collectivités avec chacun nos spécialités et chacun a apporté ce qu'il savait faire au bénéfice donc du collectif et et bien, les autres bénéficiaient de l'expertise des collègues répartis sur le territoire et ça a permis à chacun, finalement de gagner beaucoup de temps dans son activité. Voilà, mais c'est exactement la même chose quand on est dans une organisation. Sauf que, comme, alors autant sur Open Data France, on était tous là en mode volontaire et en étant dans des organisations différentes, quelque part, il y avait pas de concurrence. Quand on est dans une même organisation, il y a les effets hiérarchiques et cetera, les baronnies qui peuvent exister et tout ce qu'on connaît, hein. Plus nos organisations sont grosses, plus ça peut exister, plus ça peut être le travers. Et bien justement de travailler tous ensemble au même but et surtout de bénéficier de du temps de travail de nos petits camarades là et pour, pouvoir nous-mêmes avancer plus facilement, quoi. Voilà et de moins se poser de questions existentielles chacun dans notre coin. Voilà après, il y a quand même ça passe quand même souvent quand même par du processus, par un peu d'organisation et un petit peu de côté, bureaucratique, hein, qui a toujours ce risque-là qui nous pend au bout du nez. Mais il y a aussi, beaucoup d'enjeux de se faciliter le quotidien, quoi. Et et après, c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui alors je pense qui est commun un peu à tous les projets, alors principalement dans la fonction publique, mais plus le portage est haut, plus il y a une volonté politique ou d'un élu ou d'un DGS, plus il y a de chances que ça aboutisse. Si c'est à un moment donné, un service dans un coin qui dit: «Ça serait bien», ou faire de l'archivage ou faire de l'ouverture de la donnée ou même de la réutilisation en interne avec de la valorisation de la donnée, même sans parler d'ouverture spécialement, il y a peu de chances que ça entraîne tout le monde. Après, si effectivement, c'est, un DGS ou un élu, enfin, on le voit, alors c'est particulièrement criant pour l'open data. C'est quand même malgré tout, il y a des cultures de collectivité, ça fait 10-15 ans que je m'intéresse au sujet, c'est à peu près toujours les mêmes qu'on cite en exemple et c'est toujours les mêmes qui en font toujours pas 15 ans après. Donc voilà, malgré tout, je pense que puis Magali, tu vas pas nous démentir là-dessus, faut, Ah si, hein? si, je dément. Il y a un observatoire de l'open data qui montre que ça avance, même si Ah oui, c'est non, non, ça très avance. progressivement. Non, non, je bien que ça avance, mais je dis par contre, ceux qui, à mon avis, décident de pas trop, et je suis d'accord sur le. Alors, mais ça, je pense que ça marche dans toute organisation, hein. Plus elle est grosse, plus c'est compliqué. Oui, oui, mais pour rassurer Julien, même dans les organisations comme Toulouse Métropole on est plutôt parti il y a un petit moment, hein, déjà puisqu'on a fêté nos 10 ans, mais régulièrement on en remet une couche quoi, hein et donc il y a
3 semaines, là, j'étais de nouveau en comité de direction générale, pour, reparler de l'open data, quoi et bon, voilà mais là aussi, bon, ouais, parce que les DGS changent, hein, donc il faut aussi un peu leur redire ce qui se passe dans la collectivité dans laquelle ils arrivent, mais effectivement, le portage se fait et quand il y a ce portage-là, aussi bien politique qu'administratif, ça aide, quoi. Alors c'est pas magique non plus, mais sans ça, c'est sûr que c'est mort, quoi. Bah, merci beaucoup pour, ces témoignages et maintenant on va ouvrir, la phase de discussion avec, nos 2 experts. Donc, si vous avez des questions, vous n'avez qu'à ouvrir votre micro et les poser. Si vous êtes timide, vous les posez dans le chat et je m'en fais le relais. Toutes les modalités sont possibles. Voilà, l'essentiel, c'est que nous puissions discuter. C'est quand même un des buts de ces rencontres, c'est de pouvoir partager et partager, c'est aussi pouvoir poser des questions, aller plus loin sur certains points qui peut-être vous auront interrogé. Je crois qu'il y avait déjà, une personne qui s'était posé une question, qui voulait savoir si le stockage, était égal à la captation de la donnée. C'était Nicolas. Alors je ne sais pas si entre-temps, Nicolas, vous avez eu la réponse à votre questionnement ou sinon je vous propose, d'interroger nos 2 experts, si vous avez encore des doutes. Alors au cas où il ait des doutes ou d'autres et des doutes, non, en ce qui me concerne, je considère que la captation de la donnée, c'est une chose et le stockage, c'en est une autre, quoi. C'est 2 choses, différentes. Après, c'est vrai qu'on stocke ce qui a été capté, hein. Bon, voilà, bien sûr, mais c'est quand même 2 éléments différents. Donc n'hésitez pas à intervenir, à ouvrir vos micros et à poser toutes les questions. En attendant peut-être, moi j'en ai une, je suis certain que plein de personnes se la posent. Comment on outille ce cycle de vie? Parce que c'est très bien de le structurer, hein, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup d'étapes et donc forcément, on se pose la question des choix technologiques. Surtout que, comme le disait Julien, ils ne sont pas toujours, durables, dans le temps et donc, on peut être, vraiment gêné dans la mise en œuvre de ce cycle de vie en se disant: «On doit investir dans des outils, on ne sait pas lesquels choisir». Donc comment ça s'intègre dans la démarche? Sur, bah, sur le, enfin, là, pour le coup, c'est aussi je pense, un écosystème à trouver aussi dans les collectivités. Bien évidemment, plus on a des systèmes ouverts, plus on a de chances de pouvoir basculer d'un système à un autre. Donc, bon, évidemment, quand on a, comme dans certaines collectivités, par exemple, tout sur du SharePoint, le jour où on voudra en sortir et passer sur autre chose, ça va nous coûter des millions d'euros. Donc, évidemment, si c'est des systèmes ouverts, c'est plus simple. Et surtout penser qu'en fait, aujourd'hui, c'est un leurre de penser qu'on va avoir la même chose pendant 20 ou 30 ans. Enfin, des gens qui travaillent depuis un moment qui sont dans le monde du travail depuis un moment voient bien que leur outil métier, à minima, évolue chez le même éditeur et c'est pas forcément non plus des évolutions si neutres ou complètement changer d'outil. Et à ce moment-là, ben, comme je disais, on décommissionne. Enfin, moi, j'ai plusieurs exemples où ben, juste on s'est dit on est incapable de récupérer les données ou ça nous coûterait trop cher. Donc, en fait, on perd tout et on recommence à zéro. Donc, mais par contre, le coût humain là-dessus, il est énorme. Donc voilà, vaut mieux des systèmes ouverts. Et puis, ce qui utilise surtout, c'est ce qu'a dit Sandrine tout à l'heure. C'est aussi c'est des procédures, c'est déterminer voilà qui fait quoi. C'est d'avoir voilà des logiques plus aussi procédurales que purement outils. Où, les outils là-dessus, par contre, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il faut aller s'appuyer sur ceux qui sont les sachants sur le sujet, c'est-à-dire nos DSI. Nous, on peut leur exprimer le besoin, leur dire ce qu'on veut, et après, ils savent mieux que nous. Peut-être pour finir sur la partie, outils techno, moi ce que je vois, hein, c'est que dans le cycle de vie, donc sur la création de la donnée et son utilisation, ben, on a, un nombre de métiers assez important, hein, dans nos collectivités. Nous, chez nous, on en a recensé 200, donc bon, chez d'autres, ça va être à peu près du même niveau, il y a pas de raison. Donc évidemment, il y a un nombre d'outils métiers qui est incalculable, enfin si, qui est très calculable, mais qui est très important. Et finalement, il y a des outils spécifiques au cycle de la donnée, il y en a pas tant que ça, hein. Moi, j'en vois 2 qui sont un master data management, donc pour outiller là le recensement de la donnée
Et puis un deuxième qui est un outil pour l'archivage électronique, voilà, et là qui outille l'archivage de la donnée. Mais entre les 2, entre ces 2 éléments-là, c'est pas du tout spécifique au cycle de vie, quoi. C'est l'outil de paye, c'est l'outil de gestion des spectacles, c'est l'outil de gestion comment dire? Du cycle, de la création des délibérations, financier et cetera, et cetera, et cetera, quoi. Donc voilà. Et alors Alors, on a une question de Jean-Pierre ouais. qui demande en fait comment on peut être intégré dans le cycle de vie la valorisation ou la mise en forme des données pour qu'elles puissent être compréhensibles et exploitables par les citoyens, donc dans un but de transparence. Et Jean-Pierre, n'hésitez pas à reformuler si j'ai mal traduit votre question. Bah, là, pour moi, on rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que du coup, on peut avoir du coup des cycles de vie dans les cycles de vie. Et sur la phase qui a été prévue, là, par exemple, pour Toulouse, il y a marqué diffusion, mais finalement, sans expliquer plus avant, enfin, sans doute il y a des documents en interne qui développent en fait ce qui est cette étape, mais dans cette étape de diffusion, il y a forcément des éléments. Et ce que je disais tout à l'heure, il faut se l'approprier, c'est-à-dire que peut-être que et puis avec des phases de maturation, peut-être que dans un premier temps, on est capable juste de donner les données, les fameuses données brutes telles qu'elles sortent, et puis sans rien retravailler. Et puis on se rend compte qu'il n'y a pas d'appropriation par le citoyen, ce que j'entends. Et je suis depuis le début de l'open data, enfin pas depuis le début, moi je m'y intéresse, persuadé qu'il faut de la médiation et qu'il y a quand même un leurre dans la promesse de on va pouvoir tous accéder à des CSV de milliards de lignes et toutes les comprendre et savoir ne serait-ce qu'ouvrir des CSV déjà. Donc voilà, je pense qu'effectivement, c'est une étape qui est importante et la data littératie est pas un sujet qui est pas sur le devant de la scène aujourd'hui. Mais voilà, du coup, ça serait une sous-étape à prévoir dans la partie diffusion et peut-être avec des phases de maturation pour les collectivités. Ouais. Pour compléter sur la compréhension, c'est vrai que dans les bonnes pratiques de l'open data, il y a quand même bien d'expliquer le modèle de données parce que, poser, sur un portail quelconque, un tableau, quelle que soit sa forme avec des colonnes et sans expliquer ce que veulent dire les colonnes en question ou les lignes, hein, peu importe, Mm. on n'est pas dans la bonne pratique, quoi. La bonne pratique de l'open data, c'est des métadonnées bien sûr, qui te disent, quelle est la production, le cycle de mise à jour, les licences et cetera. Mais il y a aussi la description du modèle de données pour qu'on sache, ce qu'il y a dans le jeu de données, quoi. Et on revient aussi à certaines choses. Par exemple, aujourd'hui, le portail qui est le plus répandu dans nos collectivités Open Data Soft propose des visualisations nativement dans l'outil. Et on voit bien qu'on revient aussi finalement à repasser sous une forme de document, même si c'est une carte, même si c'est avec des graphes, des choses comme ça, des données. Puisqu'en fait, la plupart des citoyens dans ce pays comprendront des documents et des visualisations et ne comprendront pas forcément des tableurs. Et n'auront pas forcément ni l'appétence ni la compétence pour transformer les tableurs en documents. Donc, Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour ce webinaire très intéressant. Et en fait, il me semble que beaucoup de gens ne sont pas à l'aise avec l'utilisation des données, notamment avec l'émergence du big data et ses capacités prédictives. Et donc, des fois, les données sont utilisées à l'insu des personnes. Et ma question, elle porte plutôt sur la gestion éthique de ces données. Étant donné que c'est votre domaine d'activité principal, je me pose la question, c'est-à-dire, je me demande si votre seule référence est la réglementation et le RGPD, ou bien vous avez des chartes éthiques qui sont établies en interne. Donc, j'aimerais bien savoir comment vous répondez, par exemple, si quelqu'un vous demande, ou bien vous demande comment vous faites pour être éthique dans votre manière de faire, ou bien dans votre manière de gérer les données. Sur Toulouse, on n'a pas, établi de charte spécifique. En revanche, il existe une structure qui s'appelle Occitanie Data, qui a établi, hein, qui est en train de finaliser une charte éthique d'utilisation de la donnée. Et dans la mesure où Toulouse Métropole, fait partie des membres fondateurs d'Occitanie Data, donc on regarde cette construction, on participe à cette construction de charte de façon très active. Donc oui, c'est quelque chose qui va être, alors je ne vais pas m'engager à la place des élus, hein, évidemment, c'est absolument pas mon propos, mais on réfléchit très, fortement à adopter, ensuite, la charte quand elle sera finalisée, la charte d'Occitanie Data. Donc il y a cette réflexion-là qui se met en place, quoi, hein, justement sur l'utilisation éthique de la donnée.
Je vous invite à participer au webinaire du 22 mars où justement Equitia, qui est la structure en fait qui porte ce programme éthique autour de la donnée, interviendra d'ailleurs aux côtés de l'Institut Montaigne sur une dimension qui est l'intelligence artificielle au service donc de la donnée. Et puis un autre webinaire qui fait écho à la question aussi qui a été posée précédemment sur la data visualisation qui sera abordée le 30 mars. Donc, je pense que ça peut être des compléments intéressants aux questions qui sont posées aujourd'hui. Dans la sphère publique, malgré tout, on a des obligations en tant que fonctionnaire sur les informations qu'on a. Alors, obligation, ça a été dit tout à l'heure, obligation première, c'est du coup tout ce qui est information publique, on a une obligation de transparence, bien évidemment, mais on a aussi effectivement des obligations de confidentialité sur une partie des données. En tant qu'archiviste, on a du coup un code de déontologie et ça fait partie en fait des choses effectivement qui sont mentionnées sur tout ce qui concerne la vie privée et protéger les droits des personnes en fait. Voilà. Malgré tout, le RGPD balise aujourd'hui bien les choses, même si rien de très nouveau par rapport à la loi CNIL qu'on pouvait avoir depuis très longtemps en France. Le RGPD c'est quasiment calqué dessus pour le niveau européen. Et pour ce qui est plus précisément sur la donnée, je sais qu'il existe en ligne une charte de. Alors, du coup, c'est même pas une charte de déontologie. Ils ont appelé ça le nom m'échappe. Comme pour les médecins. C'est un code, non? Hippocrate, un serment d'Hippocrate, Oui. et pour les data scientists. Alors du coup, je pense que ça se trouve très facilement dans Google. Et en fait, effectivement, c'est sur les obligations de gestion des données, mais aussi de comment on les représente. Puisque du coup, alors si vous travaillez sur le domaine, vous savez bien que les données, c'est un compte, mais quand on fait des représentations, on peut totalement les biaiser dans leur représentation et faire un petit peu comprendre ce qu'on a envie. D'où l'importance si on fait des visualisations, de donner accès aux sources, notamment, pour pouvoir les critiquer. Donc voilà, il y a ces différents niveaux, mais celle-là, sur la dimension éthique, est très intéressante, parce que le texte est assez c'est simple à comprendre sur les engagements de ce que doit faire un data scientist de ces données. Merci Julien. Et puis, Myriam, il y a également des collectivités qui se sont engagées dans des chartes, je pense notamment à Nantes. Donc, vous pouvez aussi aller regarder la charte de la donnée de Nantes et puis à Montréal aussi. Alors, il y a Romain qui lève la main. Romain, c'est à vous. Oui, bonjour. J'espère que ma question va être pertinente sur cette analyse du cycle de vie. En fait, je suis responsable d'une mission territoire intelligent pour Grand Poitiers. Et du coup, je me pose la question de savoir si, au même titre que la standardisation des données, il existe en fait une standardisation de l'agrégation de tout ce qui va concerner l'IoT. Je m'explique, quand on fait des relevés par des capteurs à des pas de temps qui sont très très fins, type 10 minutes ou même 1 heure, est-ce qu'il existe des logiques qui viendraient ne pas réinventer le fil à couper le beurre sur, eh bien, à 1 an, on fait de l'agrégation, à 3 ans, on ne prend plus qu'une donnée toutes les, je ne sais pas quelle fréquence. Et est-ce que ces logiques-là, en fait, sont déjà existent dans des référentiels ou des choses qui peuvent être utilisées pour ne pas refaire ce qui peut-être a déjà pris pas mal de temps en termes de logique, en fait. Ouais, Julien, c'est pour toi. Ouais. Ou pour quelqu'un de la communauté. Voilà, ou pour quelqu'un qui aurait la réponse magique, parce que moi, je vais répondre que je ne sais pas si ça existe. Ce que je peux vous dire, effectivement, c'est que il y a aussi voilà, l'heure avec le numérique, c'est que, comme je disais tout à l'heure, même si je pense que là, autour de cette vidéo, tout le monde sait que les données, c'est matérialisé quelque part, mais on ne la voit pas. Quand les services accumulaient des stocks et des stocks et des tonnes de papier, au bout d'un moment, ça ne rentrait plus, il fallait prendre une décision. Là, effectivement, souvent, mais en tant que producteur d'archives, dans l'administration, on le fait souvent, finalement, on espère juste que la DSI mette des serveurs en plus. Quel que soit, là, vous êtes sur une donnée, effectivement, du coup, en flux, avec, du coup, sans doute, du coup, une donnée chaude, requête par API, etc. C'est illusoire de penser que vous allez garder les 300 ans à venir de vos données en permanence. Mais comme pour les données en temps réel des transports, etc. Donc là, effectivement, ce qu'on fait, j'ai fait la version courte, à la fin du cycle de vie, enfin, à une étape du cycle de vie des documents ou des données, on estime si on les archive de façon éternelle ou si on les élimine. Il y a en fait un entre-deux qui est qu'on fait ce qu'on appelle de l'échantillonnage.
Donc là, effectivement, alors là, il faudrait, je sais que nous, pour des dossiers qui sont des dossiers très sériels et qui sont des dossiers de personnes, on va dire, on a des méthodologies qui ont été faites par des gens qui ont modélisé, en fait, au-dessus de certains seuils, en fait, que vous en gardiez X ou X fois 100, en fait, vous avez le même intérêt d'analyse derrière. Là, il faudrait, en fait, des gens qui fassent un modèle mathématique de se dire, arrivé à un certain seuil, vos données, en fait, que vous ayez tout gardé ou que vous ayez gardé 2%, ça revient à la même chose et comment vous établissez votre fréquence. C'est-à-dire, est-ce que du coup, vous prenez un petit bout de chaque jour? Est-ce que vous, voilà. Mais ça, finalement, là, je pense que vous tenez quelque chose de très intéressant qui peut intéresser beaucoup de monde. Je suis pas sûr qu'il y ait des travaux ou alors des travaux de recherche sur le sujet pour l'instant. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses appliquées, si ce n'est de ne pas les garder. Je pense que du coup, l'alternative, c'est de dire on a trop, on garde rien, ce qui est une perte en soi, parce que notamment aujourd'hui, par exemple, Météo France travaille sur de la profondeur historique. Elle a mis en données ses archives, pour le coup, pour faire de l'analyse de changement climatique. Et les données du climat, les relevés de climat d'il y a 100 ans, ben, en fait, sont très intéressantes pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc, les données de tous ces capteurs, elles ne sont pas inintéressantes. Merci Julien d'avoir répondu à cette question un peu complexe. On a Jean-Marie Bourgogne qui souhaite intervenir. Oui, je voulais compléter ce que vient de dire Julien par un travail qui a été mené par l'État avec la participation de l'Institut du numérique responsable, l'INR, où il a été établi un guide du numérique responsable, où on aborde beaucoup de sujets autour du numérique en faveur de la transition écologique. Et on s'est aperçu que la question de la donnée n'était pas approfondie dans ce guide-là. Et donc, on a décidé, côté Open Data France, de mener un travail avec l'INR et avec l'État sur un guide sur la donnée responsable. On abordera justement la question de comment la donnée doit être bien produite, bien gérée, bien archivée, pour éviter qu'elle contribue elle aussi à une forme de pollution. Alors, on y abordera le sujet de l'archivage, mais on abordera aussi le sujet de la découpe de ces données, de leur documentation, de leur qualité. Donc, il y aura un ensemble de critères qui seront évalués. Ce document-là sera disponible à l'été 2022, en juin 2022. Il y a déjà des collectivités qui seront associées à ce groupe de travail pour y réfléchir. Merci. Et ça me donne l'occasion de dire qu'il y a aussi un webinaire sur la donnée responsable le 17 mars. Donc, vous voyez, finalement, c'était une séance introductive qui permettait déjà d'avoir plein de ramifications sur tous les sujets qu'on va aborder ce mois-ci. Alors, on arrive au terme de notre session. S'il y a une dernière petite question, on la prend bien volontiers. Et sinon, il me reste à remercier chaleureusement à la fois nos deux intervenants qui ont eu la gentillesse de répondre favorablement à notre invitation, à l'invitation d'Open Data France, de remercier aussi toutes les personnes qui se sont connectées. Et donc, bien Jean-Marie, on a commencé à augmenter la jauge par rapport à nos premières séances du mois de décembre. Donc, c'est très positif. Merci. Voilà, j'espère que ça va aller en crescendo. Merci beaucoup Magali, merci à tous.